Elle est folle, a hurlé ma sœur au tribunal. Mais quand j'ai glissé un dossier au juge, il a ordonné de verrouiller les portes. Mon père a pâli et ma mère tremblait tandis que la police entrait pour les arrêter. Je m'appelle Solène Jean, commandant dans l'armée de terre française. À 37 ans, j'ai passé 15 ans à défendre ce pays sur les fronts invisibles de la cyberguerre. Mais aucune formation n'aurait pu me préparer au portail en fer froid de ma propre maison d'enfance. Je me tenais là, dans mon uniforme de service, fraîchement rentré d'une longue mission à l'étranger, pour entendre la voix de ma sœur Claire crépiter dans l'interphone, plus glaciale que le vent d'octobre en Normandie. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle n'a pas demandé, elle a craché. « Ce n'est plus ta maison. Dégage avant que j'appelle les flics. » Quand j'ai essayé de la raisonner, la voix de ma mère a surgi derrière elle, tranchante comme un rasoir. « Nous n'avons pas de fille nommée Solène. Notre fille est morte il y a longtemps. Elle ne savait pas qu'avant de mourir, mon grand-père m'avait donné une vieille clé. Pas la clé de la maison, mais la clé d'une vérité qui pourrait tout réduire en cendres. » La maison se dressait dans une rue calme et bordée d'arbres d'une banlieue pavillonnaire de Normandie, un monument à un passé qui semblait appartenir à une autre vie. Mon grand-père, un fier vétéran de la Seconde Guerre mondiale, l'avait construite de ses propres mains, y investissant son amour et ses économies dans chaque poutre et chaque brique. Je me souvenais de l'odeur des rosiers de ma grand-mère qui bordait autrefois l'allée. Un parfum doux et accueillant qui définissait l'été pour moi. Mais ce parfum avait disparu, remplacé par l'odeur faible mais indubitable d'humidité et de négligence. Elle flottait dans l'air, signe d'une décadence plus profonde. Je me tenais sur le trottoir, mon sac de paquetage à mes pieds, le tissu pressé de mon uniforme de service de l'armée me semblant rigide et étranger en ce lieu. La lumière du porche, qui projetait autrefois une lueur dorée et chaleureuse, vacillait maintenant avec une pulsation maladive et intermittente. Elle clignotait comme une caméra de surveillance, évaluant froidement une menace. Je pris une profonde inspiration, du genre que je prends avant de pénétrer un réseau hostile, et je remontai le chemin de béton familier. Ma main me parut lourde lorsque je la levai pour appuyer sur la sonnette. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. J'attendis, le cœur battant contre mes côtes, anticipant bêtement le bruit de pas, le tour d'une serrure, une étreinte chaleureuse. Au lieu de cela, une petite voix déformée crépita depuis le petit haut-parleur de l'interphone. « Qui est-ce » La voix était dépouillée de toute chaleur, de toute reconnaissance. Ou peut-être que la reconnaissance était délibérément retenue. Un frisson plus froid et plus aigu que tout ce que j'avais ressenti sur un tarmac balayé par le vent en Allemagne me parcourut l'échine. C'était une prémonition, un avertissement tactique de mes tripes plus terrifiant que d'affronter une sobre-attaque commanditée par un État. Ce n'était pas un ennemi anonyme à l'autre bout du monde. C'était la voix de ma sœur Claire. Je me penchai plus près de l'interphone, ma propre voix tendue alors que j'essayais de la garder égale. « C'est moi, Claire. »« C'est Solène », ajoutai-je comme si c'était nécessaire. « Je suis en permission. » Le silence qui suivit fut une éternité. Il s'étira et s'épaissit d'une hostilité que je pouvais sentir à travers le métal froid du portail. Je pouvais l'imaginer à l'intérieur, debout dans l'entrée, sa main planant au-dessus du bouton de conversation, décidant quels mots seraient les plus blessants. Quand elle parla enfin, la voix déformée dégoulinait de venin. « Tu n'es pas la bienvenue ici. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je tressaillis. « Quoi, Claire ? De quoi tu parles ? » « C'est une propriété privée, » lança-t-elle, la voix gagnant une confiance cruelle. « Tu dois partir maintenant ou j'appelle le 17 pour violation de propriété. » « Violation de propriété ?» Le mot résonna dans le vide soudain à l'intérieur de ma poitrine. « Violation de propriété ?» Dans la maison où j'ai fait mes premiers pas, dans le jardin où mon grand-père m'a appris à tirer dans un ballon de foot. L'absurdité de la situation était suffocante. Ce devait être une blague. Une blague tordue et malade. Une lueur d'espoir désespéré s'alluma en moi. « Claire, arrête tes bêtises. Laisse-moi juste entrer. »« Où est maman ? » ?»« Maman ne veut pas te voir, » rétorqua-t-elle, sa voix plate et définitive. « Papa non plus. Tu as fait ton choix, Solène. Tu as choisi l'armée. Tu as choisi d'abandonner cette famille. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. » Avant même que je puisse digérer la piqûre de son accusation, une autre voix se joignit à l'assaut. C'était celle de ma mère, Suzanne, parvenant à paraître encore plus stridente et venimeuse à travers le haut-parleur bon marché.
Est-ce que Assad est toujours là? Cria-t-elle, le mot Assad atterrissant comme un crachat sur mon visage. Claire, appelle la police. Dis-leur qu'une étrangère nous harcèle. Nous n'avons pas de fille. Elle est morte pour nous depuis des années. Morte pour nous. Chaque mot était un coup de masse, fissurant les fondations de qui je pensais être. J'ai affronté des menaces qui pourraient paralyser des infrastructures nationales. J'ai regardé dans l'abîme numérique et j'ai tenu bon. Je pouvais affronter les balles et les bombes, mais je n'avais aucune défense contre cela. Cette arme, brandie par ma propre mère, était conçue pour anéantir mon existence même. Ma respiration se bloqua, ma vision se brouilla. Le monde bascula sur son axe. Juste à ce moment-là, les lumières bleues et rouges familières d'une voiture de la gendarmerie inondèrent la rue. Elle ne roulait pas vite, patrouillant simplement lentement dans le quartier. La voiture s'arrêta à côté de moi, et un officier plus âgé au visage buriné et bienveillant baissa sa vitre. Il reconnut l'uniforme, les décorations sur ma poitrine. « Commandant Jean » demanda-t-il, un sourire respectueux effleurant ses lèvres. « Bon retour au pays. Vous rendez visite à votre famille. » L'ironie était une pilule amère dans ma gorge. Avant que je puisse trouver ma voix pour répondre, un faible sifflement brisa le silence. Le portail noir en fer forgé commença à se refermer. Il se déplaça avec une finalité douce et automatisée. Un mur mécanique et impitoyable s'élevant entre moi et mon passé. C'était un rejet définitif, une excommunication publique exécutée avec une froide efficacité. L'officier regarda, son sourire s'effaçant pour laisser place à un air de confusion et d'inquiétude. Le portail se ferma avec un léger bruit métallique final. La serrure s'enclencha avec un clic décisif. La connexion était coupée. J'étais dehors. Alors que la voiture de police s'éloignait lentement, me laissant seul sous le vacillement maladif de la lumière du porche, une chose étrange se produisit. La douleur cuisante dans ma poitrine ne se transforma pas en larmes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Le soldat en moi a pris le dessus. La douleur a été compartimentée, classée. Elle s'est transformée, se cristallisant en quelque chose de dur, de froid et de clair. La résolution. En tant qu'officier de renseignement, mon travail consistait à voir les schémas, à anticiper les menaces. Mais ici, dans le seul endroit où j'aurais dû me sentir en sécurité, j'avais été complètement aveugle. J'avais manqué tous les signes. J'avais été naïve. Je fixais la maison, non plus un foyer, mais une forteresse occupée par l'ennemi. Ils avaient tracé les lignes de bataille. Ils avaient déclaré la guerre, et ils avaient oublié une information cruciale. Le commandant Solène Jean ne recule jamais devant un combat. Seul dans l'obscurité grandissante, je me murmurais les mots, un vœu silencieux qui flottait dans l'air froid de Normandie. Cette guerre, je ne la perdrai pas, mais alors que l'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par une douleur sourde, une seule question lancinante commença à résonner dans le silence de mon esprit. Pourquoi? Quand? Quand tout cela a-t-il commencé? Je ne suis pas parti cette nuit-là. Un soldat n'abandonne pas le terrain après la première salve. J'ai conduit jusqu'à une agence de location ouverte 24 heures sur 24 et j'ai échangé ma berline de fonction contre quelque chose d'anonyme. Une vieille camionnette Peugeot bleu foncé, avec une bosse sur la portière passager. C'était parfait. J'ai trouvé une place plus bas dans la rue, à l'ombre profonde d'un vieux chêne, et j'ai coupé le moteur. De là, j'avais une ligne de vue dégagée. Ma mission avait changé. Cette maison n'était plus un foyer. C'était une cible, et j'étais en surveillance. Les lumières du salon projetaient une lueur ambrée et chaleureuse sur la pelouse. C'était une image de tranquillité suburbaine, un mensonge dégoûtant et magnifique. Je savais que cette chaleur était une façade cachant une froideur qui pouvait vous glacer jusqu'aux os. Assise là, dans le noir, l'odeur de café rassis et de vieux vinyle remplissant l'habitacle de la camionnette, la question de tout à l'heure revint, résonnant dans le silence. Pourquoi? Et comme par un signal, les vannes de la mémoire s'ouvrirent, me ramenant dans le musée de mon propre passé. J'étais à la table du dîner de Noël. Je pouvais presque sentir l'arôme riche de la dinde rôtie et de la bûche. Toute la famille était là, l'air épais d'une gaieté forcée. Mon père, Richard, se tenait au bout de la table, tenant son verre de vin. Il avait toujours aimé porter des toasts, aimé être le patriarche tenant sa cour. À la famille, commença-t-il, sa voix douce et exercée. Et à ma magnifique fille, Claire. Il sourit,
un sourire de politicien, et fit un geste vers ma sœur. Elle vient d'être nommée présidente du comité de collecte de fonds de l'association des parents d'élèves. Nous sommes si fiers d'elle. Des applaudissements polis parcoururent la table. Claire, rayonnante, fit un petit signe de la main. J'avais 17 ans et je venais de recevoir ma lettre d'admission, une bourse complète pour l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. C'était l'aboutissement d'années de travail acharné, sacrifiant les week-ends et les fêtes de lycée pour les sessions d'études et l'entraînement physique. C'était une réussite monumentale. Quand les applaudissements pour Claire se turent, je me raclai la gorge, attendant. Mon père me jeta un coup d'œil, son sourire vacillant une seconde. Il but une gorgée de son vin, puis me fit un signe de tête sec. Et eux. À Solène aussi, dit-il, les mots étant manifestement une pensée après coup. Elle saura se débrouiller seule, semble-t-il. C'était tout. Le rêve de ma vie était réduit à une note de bas de page. Au moins, elle peut se débrouiller seule. Les mots n'étaient pas un compliment. C'était un renvoi. Une excuse commode pour rediriger les projecteurs là où ils avaient toujours appartenu, sur Claire. Le souvenir changea, me ramenant plus loin dans la chambre que nous partagions autrefois. C'était un diorama parfait des valeurs de notre famille. Le côté de la chambre de Claire était un sanctuaire à sa propre gloire. Le mur était un collage chaotique de rubans satinés bon marché, bleu, rouge, jaune, de concours de beauté locaux. Un diadème en plastique fragile de l'époque où elle avait été couronnée Minimis Calvados trônait sur son étagère comme une relique sacrée. Mon côté du mur était nu. Ce n'était pas parce que je n'avais pas de réussite. J'en avais beaucoup. Une première place au concours scientifique régional, une boîte pleine de médailles de joutes académiques, un certificat pour une mention très bien au baccalauréat, mais rien de tout cela n'a jamais été affiché. Un après-midi, je suis rentré à la maison pour trouver ma mère en train de les retirer soigneusement de mon tableau d'affichage. « Qu'est-ce que tu fais » demandai-je, une boule d'angoisse dans l'estomac. Elle ne me regarda pas, continuant simplement à placer mes médailles dans une boîte à chaussures poussiéreuse. « Nous devons les mettre en sécurité, ma chérie, dit-elle, sa voix d'une douceur écœurante. Nous ne voudrions pas que Claire se sente mal, n'est-ce pas? Nous devons faire attention à ne pas la rendre complexée. » Puis elle me regarda, ses yeux remplis d'une étrange pitié qui me fit frissonner. « Solène, tu es forte et tu es intelligente. Tu n'as pas besoin de ces choses pour connaître ta valeur. » Claire. Eh bien, Claire est différente. Elle est plus sensible. Ce fut la première fois que je compris vraiment. Mes forces n'étaient pas des atouts pour ma famille. C'étaient des handicaps. Mon intelligence, mon indépendance. Ce n'étaient pas des qualités à célébrer. C'étaient des raisons d'être ignorées, des justifications pour mon effacement, tout cela pour protéger l'ego fragile de ma sœur. J'étais puni pour ne pas avoir assez besoin d'eux. Une seule personne m'a jamais vu. Mon grand-père, Guillaume. C'était un homme silencieux, de peu de mots, mais d'une profonde intégrité. Il a vu le soldat en moi bien avant que je ne porte un uniforme. Après que ma mère eut rangé mes récompenses, il m'emmena dans son atelier dans le garage. L'air sentait la sueur et la vieille huile de moteur. La semaine suivante, il me construisit une petite malle en chêne massif. Il la ponça jusqu'à ce qu'elle soit lisse comme du verre et la teignit d'un brun profond. Sur le couvercle, il grava soigneusement mon nom, Solène. Il me la présenta avec un regard solennel dans ses yeux bleus clairs. Ceci, dit-il, sa voix un grondement sourd, est ta malle, Solène. Pour ma future générale. À partir de ce jour, chaque fois que je ramenais une récompense à la maison, nous avions une petite cérémonie. Il prenait la médaille ou le certificat, l'inspectait avec une grave importance, puis le plaçait soigneusement à l'intérieur de la boîte en chêne. C'était notre rituel secret, notre rébellion silencieuse. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas assez bien, m'a-t-il dit une fois, sa main sur mon épaule. Tu as le sang d'un soldat en toi. C'est bien plus précieux que n'importe quelle couronne en plastique. Maintenant, assise dans la camionnette froide, une vague de panique m'envahit. La boîte. Où était la boîte de mon grand-père? Ma malle. Elle était toujours dans la maison, dans mon ancien placard. Une nouvelle pensée terrible fit surface. Peut-être l'avait-il déjà trouvée. Peut-être l'avait-il jetée à la poubelle. Ou pire, jetée dans la cheminée, laissant ma seule source de validation, ma seule preuve d'avoir été vue, se transformer en cendre.
Le ciel commença à s'éclaircir, passant du noir d'encre à un violet meurtri, puis à un gris pâle et brumeux. Alors que les premiers rayons de soleil perçaient la brume matinale, une petite camionnette de travail blanche d'une agence immobilière locale s'arrêta. Un homme en polo en sortit, attrapa un panneau et marcha sur la pelouse. La même pelouse où poussaient autrefois les rosiers de ma grand-mère. D'une série de coups sourds et rythmés, il enfonça un panneau dans la terre molle. Ce n'était pas un panneau bientôt disponible. C'était un panneau rouge et blanc criard qui hurlait sa finalité. À vendre. Tout s'emboîta avec une clarté horrifiante. Ce n'était pas un acte de cruauté spontanée. C'était un plan à long terme. Il ne m'avait pas seulement mis à la porte. Il m'effaçait. Vendant l'héritage que mes grands-parents avaient construit. Coupant mon dernier lien physique avec ma propre histoire. Toutes mes années de service, mes longues missions, la distance que j'avais dû garder. Il ne l'avait pas vu comme un sacrifice. Il l'avait vu comme une opportunité, une fenêtre pour me couper, proprement et définitivement, et en tirer profit. Un goût amer et acide remplit ma bouche. J'avais consacré ma vie à défendre mon pays, manquant les fêtes, les anniversaires et les enterrements, tout cela pour un devoir plus grand. Et pourquoi? Pour que les personnes même que je protégeais puissent utiliser mon absence pour orchestrer la trahison ultime. La question qui m'avait hanté toute la nuit trouva enfin sa réponse. Mon sacrifice ne signifiait rien pour eux. C'était juste un moyen pour arriver à leur fin. Alors à quoi bon tout cela? Le soleil était maintenant complètement levé, projetant de longues ombres sur la rue. Mais je me sentais piégé dans un crépuscule froid et permanent. Le panneau rouge et blanc à vendre était une ponctuation finale brutale à une histoire que je ne savais même pas en cours d'écriture. Les questions de la nuit précédente, le pourquoi et le quand, avaient trouvé leur réponse. C'était pour tout cela, pour l'argent, pour une rupture nette, pour mon effacement complet et total. Assise dans la cabine de cette Peugeot déglinguée, le moteur froid depuis longtemps, je ressentis une sensation familière que je n'avais pas éprouvée depuis mon premier jour de classe. Le poids écrasant et suffocant d'être absolument et complètement seul. Ma formation m'avait préparé à l'isolement sur le champ de bataille. Mais il y avait toujours la connaissance d'une structure de commandement, d'un système de soutien, d'une nation derrière vous. C'était différent. C'était une guerre solitaire. Ma propre famille était l'ennemi. Qui appelait quand la menace vient de l'intérieur? Ma main, engourdie et lourde, attrapa mon téléphone. Je fis défiler sans réfléchir mes contacts, un répertoire numérique de ma vie. Des colonels, des sergents, des collègues officiers, quelques connaissances de missions passées. Il n'y avait personne que je pouvais appeler, personne qui pourrait comprendre la nature spécifique de cette blessure. Mon pouce plana sur le nom de mon commandant, puis l'écarta. Que dirais-je? Mon colonel, je demande la permission d'engager un conflit domestique avec des hostiles qui se trouvent être aussi mes parents. Vaincu, je continuais de faire défiler jusqu'à ce qu'un nom d'une autre vie apparaisse à l'écran. Anne Carlier. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis une brève réunion après ma sortie de Saint-Cyr. Nous avions été inséparables à l'université de Caen pendant les 2 années que j'y avais passées avant mon transfert. Elle était brillante, farouchement loyale, et avait un rire qui pouvait remplir un stade. Tandis que j'entrais dans le monde discipliné de l'armée, elle avait pris d'assaut le monde chaotique du droit civil. La dernière fois que j'avais entendu parler d'elle, elle s'était fait un nom comme un requin au barreau. Une avocate qui ne se contentait pas de se battre pour ses clients. Elle éviscérait leurs adversaires. Mon doigt hésita sur son nom. Cela semblait une éternité. Se souviendrait-elle même de moi? Penserait-elle que j'étais folle? Le désespoir qui bouillonnait dans mes tripes me donna la réponse. Je n'avais plus rien à perdre. Je pris une profonde inspiration tremblante et appuyai sur le bouton d'appel. Elle répondit à la 2e sonnerie. Anne Carlier. Sa voix était exactement comme je m'en souvenais, chaleureuse, confiante, et avec un courant sous-jacent d'énergie pragmatique. Je me raclai la gorge, forçant l'émotion à quitter ma voix, passant au seul mode qu'il me restait. Anne, c'est Solène Jean. Il y eut une demi-seconde de pause. Solène, mon Dieu, ça fait une éternité. Ça va? Ta voix. Je la coupai. Mes mots étaient secs et précis. Un rapport de terrain. J'ai une situation, dis-je. J'ai besoin d'un conseil juridique. Il n'y eut aucune hésitation. Pas de 20 questions. Pas de quoi s'agit-il?
Juste la loyauté immédiate et inébranlable dont je me souvenais. Envoie-moi tes coordonnées, dit-elle, sa voix passant instantanément de amicale à concentrée. J'arrive. 1 heure plus tard, l'anonymat générique d'un café du centre-ville, le quotidien, devint notre centre de commandement improvisé. L'endroit bourdonnait de l'effervescence matinale, le sifflement de la machine à expresso, le faible murmure des conversations, le cliquetis des tasses en céramique. L'air était épais de l'odeur réconfortante et bien française de café noir et de croissants fraîchement cuits. C'était une toile de fond étrangement normale pour les décombres de ma vie que j'étais sur le point de déballer. Anne entra, ressemblant exactement à la puissance juridique qu'elle était devenue. Un tailleur noir impeccable, une mallette en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et les mêmes yeux intelligents et concentrés. Elle me serra rapidement et fermement dans ses bras, une étreinte qui en disait plus que les mots, puis passa directement aux affaires. Elle ne me demanda pas comment je me sentais. Elle n'offrit pas de platitude vide. C'était une professionnelle, et elle savait que l'émotion était une distraction. Elle avait besoin de faits. « Parle-moi, Solène, dit-elle, sortant une tablette de sa mallette. Depuis le début. Qu'ont-ils dit ? Mot pour mot. Je racontais toute la séquence sordide, de l'interphone au panneau à vendre. Ma voix était plate, détachée, alors que je récitais les mots qui avaient été gravés dans ma mémoire. Anne écoutait, ses doigts volant sur l'écran de sa tablette, son expression illisible. Elle était un processeur de données, une stratège, et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Quand j'eus fini, elle hocha simplement la tête. D'accord. Elle tapa encore 1 minute, le front plissé par la concentration. Puis elle leva les yeux. La maison a été transférée il y a 3 mois par un acte de cession simplifié à une société à responsabilité limitée, une SARL nommée les Participations Corbeau. Mon sang se glaça. C'était réel. C'était officiel. Anne tourna la tablette vers moi. À l'écran se trouvait une copie numérisée de l'acte de transfert. Et là, sur la ligne de signature du vendeur, se trouvait mon nom, Solène Jean, griffonné dans une écriture désordonnée et bouclée qui ne ressemblait en rien à la mienne. Ce n'est pas ma signature, dis-je, ma voix à peine un murmure. Je sais, répondit Anne, un sourire sombre effleurant ses lèvres pour la première fois. Ta signature a la discipline d'une formation de parade. Ça ressemble à un poulet qui essaie d'écrire son nom après 3 vers. Elle zooma sur une autre partie du document. Et c'est là qu'ils ont été négligents. Le notaire. Elle tapa sur le nom. Ce type a eu sa licence révoquée il y a 6 mois pour fraude. Il fait déjà face à des accusations dans 2 autres départements. Elle me regarda, ses yeux brillants de l'excitation de la chasse. Ils ont fait une erreur. Solène, une grosse erreur. Pour la première fois en 24 heures, une petite fissure apparut dans le mur du désespoir, et un filet de lumière brilla à travers. L'espoir. La douleur chaotique et écrasante était en train d'être organisée. Elle était convertie en données, en preuves, en une cible claire et objective. Et les données étaient un langage que je comprenais. C'était un champ de bataille sur lequel je pouvais naviguer. Anne se pencha en avant, sa voix basse et intense. Voici ce que nous allons faire. Nous allons riposter, et nous allons riposter fort. Elle leva 3 doigts. Étape 1. Je dépose cet après-midi une ordonnance de référé conservatoire qui gèlera la vente immédiatement. Ils ne pourront pas toucher à la propriété. Elle leva un 2e doigt. Étape 2. Nous assignons à comparaître le notaire véreux. On le presse et il balancera celui qui l'a payé pour falsifier ce document. Je parie sur ton beau-frère, Marc. Et enfin, le 3e doigt. Étape 3. Nous engageons une poursuite au civil contre Richard Jean et Claire Fournier pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, un faux et un enrichissement sans cause. Nous allons reprendre ce qui t'appartient. Elle se pencha en arrière, laissant le plan s'installer dans l'air entre nous. Le nœud dans mon estomac était toujours là, mais ce n'était plus un nœud de peur. C'était un nœud d'énergie concentré et enroulé. Il pensait que tu n'étais qu'un soldat isolé, seul et hors de ton élément, dit Anne, me regardant droit dans les yeux. Il pensait que tu serais simplement dépassé et que tu abandonnerais. Elle sourit, et pour la première fois, le sourire atteignit ses yeux. Ils n'ont aucune idée que tu as toute une armée derrière toi. Tandis qu'Anne lançait la première vague de notre assaut juridique depuis son cabinet à Rouen, je m'installais dans mon nouveau rôle temporaire. Je n'étais plus seulement la victime.
J'étais la base d'opération avancée. La camionnette devint mon poste, la rue de banlieue calme, ma zone d'opération. Ma mission, surveillance et analyse de schémas. Pendant qu'Anne se battait sur le front juridique, je recueillerais des renseignements sur le terrain. Je ne me suis pas contenté de m'asseoir et d'attendre. Un officier n'est jamais inactif. Je commençais mon travail méthodiquement, observant la maison avec la concentration détachée d'un analyste entraîné. Je notais l'heure d'arrivée du facteur, le calendrier du ramassage des ordures, la façon dont le soleil du matin frappait les fenêtres de devant. C'étaient les rythmes d'une vie normale, une ligne de base. Et par rapport à cette ligne de base, les anomalies commencèrent à ressortir. Il ne fallut pas longtemps pour en trouver une. Pendant 3 nuits consécutives, le schéma était identique. À 2 heures du matin précise, une faible lumière s'allumait au sous-sol. Ce n'était pas la lumière vive et uniforme d'une pièce normale, mais une lueur basse et concentrée. Elle restait allumée pendant exactement 1 heure, puis disparaissait. De 2 heures à 3 heures du matin. Comme une horloge. C'était trop précis pour être aléatoire. C'était un programme. Mes soupçons furent confirmés quand Anne me transmit une copie des factures d'électricité qu'elle avait obtenues par une requête légale. La consommation d'électricité des 3 derniers mois avait quintuplé. C'était un pic astronomique, le genre de consommation que l'on attendrait d'un petit atelier de mécanique, pas d'une maison d'habitation. Pourtant, une recherche rapide dans les registres de la mairie ne montrait aucun permis d'entreprise enregistré à cette adresse. Mon instinct, affiné par des années à identifier les menaces dans le cyberespace, me hurlait que c'était plus gros qu'une simple escroquerie immobilière. C'était une opération active et continue, et elle se déroulait juste sous le toit de mon grand-père. Le jour suivant, la ville organisait son festival d'automne annuel. C'était une mer de folklore, des familles en chemise à carreaux, l'odeur du cidre chaud et du caramel, les sons joyeux d'un groupe de musique locale. Pour moi, la foule n'était pas une source de réconfort. C'était une couverture. Un endroit parfait pour observer sans être observé. Me fondant dans la masse, j'achetai un gobelet de cidre et me tins près d'un stand vendant des tartes à la citrouille géante. Mes yeux balayaient, mes sens en alerte maximale. Alors que je regardais le concours de tartes, je sentis une légère bousculade. Un jeune garçon, pas plus de 10 ans, passa en courant devant moi, son visage un flou. Il pressa quelque chose dans ma main et disparut avant même que je puisse réaliser ce qui s'était passé, se perdant à nouveau dans le flot de gens. Je baissai les yeux. C'était une serviette en papier froissé. Mon premier instinct fut de la laisser tomber, une menace potentielle, mais je la lissai. Griffonné de l'écriture tremblante et délibérée d'un vieil homme se trouvaient quelques mots simples. Retrouve-moi à la vieille écurie derrière l'église. Ne laisse personne te voir. Un ami de Guillaume. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Il ne pouvait s'agir que d'une seule personne. Étienne Meunier, un sergent-chef de la marine à la retraite, vétéran du Vietnam, et l'ami le plus proche de mon grand-père. Ils s'étaient rencontrés à l'antenne locale de l'Union nationale des combattants, UNC, des années auparavant et étaient inséparables jusqu'au jour de la mort de mon grand-père. Étienne était le dernier lien vivant avec ce que je considérais comme mon ancien monde. La vieille écurie sentait le foin, le cuir usé et le temps. Des grains de poussière dansaient dans les puits de lumière qui traversaient les lattes de bois déformées des murs. Étienne m'attendait dans l'ombre, appuyé contre une poutre de soutien. Il avait 70 ans, mais il se tenait toujours avec la posture droite comme un hidin marine. Ses yeux, bien qu'entourés de rides, étaient aussi vifs et clairs que jamais. Il ne perdit pas de temps en politesse. Il ne se contente pas de voler la maison, gamine, dit-il, sa voix un grondement bas et rauque. C'était la voix d'un homme qui en avait trop vu. Qu'avez-vous vu, sergent, demandai-je, retombant dans le langage familier du respect. Chaque semaine, toujours après minuit, commença-t-il. Des fourgons noirs sans plaque arrivent dans l'allée. Ce bon à rien de Marie de Claire, Marc, est toujours là pour les accueillir. Il décharge de lourdes caisses scellées. Ça ne ressemble pas à des affaires ménagères ordinaires. Il fit une pause, son regard se durcissant. Et il y a autre chose que tu dois savoir. Il se dit en ville que ta sœur raconte que tu souffres d'un grave syndrome de stress post-traumatique, que tu es instable. Elle essaie de te discréditer avant même que tu puisses faire un geste. Une fureur froide, nette et pure, me traversa. Ce n'était plus seulement un litige immobilier. Ils attaquaient mon honneur,
utilisant le sacrifice même que j'avais fait pour mon pays comme une arme pour me faire passer pour une folle. C'était un acte de guerre calculé et méprisable. J'ai dû laisser paraître quelque chose sur mon visage, car l'expression d'Étienne s'adoucit légèrement. Il tendit la main et posa une main rugueuse et calleuse sur mon épaule. Le poids simple et solide de celle-ci était ancrant. « Ton grand-père, Guillaume, il serait tellement fier de toi, dit-il doucement. Il m'a toujours dit que tu étais la plus dure de toute cette famille, la seule avec un vrai cran. » Les mots me frappèrent avec la force d'un coup physique. Une reconnaissance simple et sans phare. C'était quelque chose que j'avais désiré toute ma vie de mon père, de ma mère, et que je n'avais jamais reçu. Venant de ce vieux guerrier, cet homme qui comprenait le code de l'honneur selon lequel mon grand-père vivait. Cela signifiait plus que n'importe quelle médaille. C'était la validation d'un camarade soldat. Ma gorge se serra. « Merci, sergent », réussis-je à dire, les mots épais d'émotion. Il serra fermement mon épaule. « Ne me remercie pas. Ne laisse simplement pas ces salauds gagner. » Je hochai la tête, ma résolution se durcissant en quelque chose d'incassable. Je ne le décevrai pas. Je quittai l'écurie avec un sens renouvelé de ma mission. Le champ de bataille avait été défini. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison ou d'un héritage. Il s'agissait de mon nom, de mon service et de l'héritage de mon grand-père. Et j'avais maintenant un nouvel objectif urgent. Découvrir ce qu'il y avait dans ces caisses et exposer le secret qu'il cachait au sous-sol. L'information sans confirmation n'est que du bruit. Les renseignements d'Étienne étaient précieux, mais ils n'étaient pas exploitables. Pas encore. J'avais besoin de preuves. Cette nuit-là, j'ai décidé de cesser d'être une observatrice passive et de devenir un opérateur actif. Il était temps de lancer une opération spéciale de mon cru. Sous le couvert d'un ciel sans lune et couvert, je me suis déplacé. Mon objectif était le côté de la maison, où une petite bouche d'aération pour le sous-sol était partiellement cachée par des rosiers envahissants, ceux de ma grand-mère, maintenant négligés et épineux. Ma formation a pris le dessus complètement. Je me déplaçais en silence, les sens aiguisés, chaque pas délibéré. J'ai utilisé un simple brouilleur RF portable pour perturber temporairement le signal sans fil des 2 caméras de sécurité couvrant l'arrière-cour. Cela ne me donnerait qu'une fenêtre de 90 secondes, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas fait d'effraction. Cela aurait fait de moi une criminelle. Au lieu de cela, j'ai soigneusement dévissé le couvercle de la grille d'aération, mes doigts travaillant rapidement. De ma poche, j'ai sorti un appareil pas plus gros qu'une pièce d'1 €, un micro-espion GSM avec un microphone haute sensibilité. Je l'ai fixé à l'intérieur du conduit d'air où il serait invisible, et j'ai remis le couvercle, serrant les vis juste assez pour être sécurisé, mais pas trop pour ne pas montrer qu'elles avaient été manipulées. L'opération entière a duré 47 secondes. J'étais hors de la propriété avant que les signaux des caméras ne se réactivent. La sécurité opérationnelle était une seconde nature. Le lendemain matin, je me suis assise dans la camionnette et j'ai appelé l'appareil. L'audio était étonnamment clair. Je pouvais entendre le faible bourdonnement rythmique des machines, confirmant la consommation d'énergie anormale. Puis des voix. La première était celle de mon beau-frère, Marc. « La livraison de la côte ouest est dans les temps », disait-il à quelqu'un. « Arrivée prévue jeudi. » Une voix inconnue avec un léger accent répondit, « Et la qualité est la même ?» Pas de compromis. « Qualité supérieure », l'assura Marc. Mon contact le garantit. Mon cœur battait à tout rompre. C'était ça. C'était la confirmation d'une opération illégale. J'étais sur le point de déconnecter et de transférer l'enregistrement à Anne quand une troisième voix parla, et le monde s'arrêta. La voix était calme, autoritaire et effroyablement familière. C'était la voix de mon père, Richard Jean. « Si le commandant devient trop curieuse, dit-il, son ton aussi froid et tranchant que de la glace brisée. Il n'y aura pas d'avertissement. Cessez tout contact. Est-ce bien compris ? » Le sang dans mes veines se transforma en glace. Une vague de nausée m'envahit. J'avais gardé une minuscule lueur d'espoir irrationnel qu'il était en quelque sorte un pion dans cette affaire, manipulé par Marc et Claire. Mais cet espoir venait d'être incinéré. La façon dont il parlait, le commandement dans sa voix. Il n'était pas seulement complice. Il était aux commandes. Mon père était le commandant de l'opération visant à me détruire. Mes mains tremblaient en envoyant le fichier audio crypté à Anne. Et puis, comme par un signal,
la contre-attaque ennemie commença. Elle arriva sous la forme d'un courriel crypté dans ma boîte de réception militaire officielle, un espace auquel il n'aurait jamais dû pouvoir accéder. L'expéditeur était anonyme. L'objet était 6 mots simples et terrifiants. Nous savons ce que vous faites. Ma formation me hurlait de ne pas l'ouvrir, mais je devais le faire. Le corps du courriel contenait une seule photo haute résolution prise d'une fenêtre à l'étage de la maison la nuit précédente. C'était moi, une silhouette fantomatique dans le noir, mon visage illuminé une fraction de seconde par mon téléphone alors que je vérifiais l'heure. En pièce jointe au courriel se trouvait un fichier PDF protégé par mot de passe. Un instant plus tard, mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro intraçable. Un seul mot, le mot de passe, traîtresse. Ma respiration se bloqua. D'un doigt tremblant, je le tapai. Le fichier s'ouvrit. C'était une copie de mon évaluation psychologique militaire officielle, mais elle avait été altérée, truquée. Des paragraphes entiers étaient fabriqués, remplis de mensonges à consonance clinique sur l'instabilité émotionnelle, la paranoïa et les tendances violentes liées au stress de combat. C'était la rumeur de clercs militarisés et revêtus du vernis d'un document officiel. Un autre message texte apparut, abandonne le procès. Tire-toi ou ce document est transmis à l'hôtel de Brienne. Ta carrière est terminée. Ils avaient commis une erreur fatale. Ils pensaient que cela me ferait peur. Ils pensaient pouvoir utiliser mon service, mon uniforme, toute mon identité comme une arme contre moi. Mais ils avaient oublié quelque chose de fondamental. Ils n'attaquaient pas seulement Solène Jean, la fille oubliée. Ils avaient lancé une cyberattaque directe contre un commandant de l'armée de terre française. Et ils l'avaient fait sur mon terrain. Je n'ai pas paniqué. J'ai agi. J'ai fait défiler mes contacts, mes doigts maintenant stables, ma rage une force froide et clarifiante. J'ai trouvé le nom que je cherchais, Isaac Nguyen, un fantôme. L'un des meilleurs analystes en cybersécurité avec qui j'ai jamais travaillé au Concibé, maintenant affecté à une unité de renseignement à Rennes. Il répondit immédiatement. Solène, à quoi dois-je cet honneur? Isaac, j'ai une situation au bleu sur bleu, dis-je, utilisant le terme pour une attaque d'une source amie, ou dans ce cas, familiale. Ma voix était dépourvue d'émotion. Je suis la cible d'une cybermenace. J'ai besoin d'une trace et d'une analyse approfondie, priorité Zulu. Zulu était la plus haute priorité. Cela signifiait tout laisser tomber. Isaac ne demanda pas pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Compris, dit-il, son ton tout à fait professionnel. Envoie-moi le paquet. Nous lançons l'opération Ange Gardien. Les protocoles de sécurité des communications sont en vigueur. Nous les trouverons. Ma chambre de motel bon marché, avec sa moquette tachée et sa lumière fluorescente vacillante, devint mon centre d'opération tactique. J'ai transféré l'ensemble du paquet de données au serveur sécurisé d'Isaac. En quelques minutes, il était de retour sur une ligne fortement cryptée. Reçu, dit-il. Mon équipe est dessus. Ils ont provoqué le mauvais ours, commandant. L'heure qui suivit fut la plus longue de ma vie. Je suivais les progrès sur mon ordinateur portable pendant que l'équipe d'Isaac travaillait. C'étaient des fantômes numériques se déplaçant dans les coins sombres d'Internet avec une vitesse terrifiante. Ils épluchèrent les couches de la menace comme un oignon. Le courriel provenait d'un serveur proxy en Europe de l'Est, une impasse. Mais ils trouvèrent le reçu numérique. Le serveur avait été loué avec une carte de crédit volée, qui fut ensuite retracée jusqu'à un compte crypto jetable, qui fut finalement retracé jusqu'à sa source de financement initiale, une carte de crédit appartenant à Marc Fournier. C'était l'ouverture dont ils avaient besoin. Avec le nom de Marc comme clé, ils allèrent plus loin. Ils franchirent les pare-feux des serveurs de sa société de transport avec une élégance presque belle. Et puis les vannes s'ouvrirent. Ils trouvèrent tout. Des manifestes d'expédition pour des composants électroniques réglementés, un réseau complexe de sociétés écrans utilisés pour blanchir de l'argent avec les participations Corbeau au centre. Et puis la dernière preuve accablante, une copie numérisée d'un contrat de location pour un entrepôt secret, non déclaré, à la périphérie de la ville. Le but de l'entrepôt était indiqué comme stockage. La signature sur le bail appartenait au cerveau de l'opération, l'homme qui tirait toutes les ficelles, Richard Jean. Je fixai l'écran, la signature élégante et familière de mon père. Tout se mit en place. Les mensonges, la cruauté, la maison, les menaces. Tout était lié. Tout faisait partie de cela.
Ce n'était plus un conflit familial. C'était une entreprise criminelle, et j'allais la démanteler. La première salve de leur nouvelle campagne ne fut pas tirée par courriel. Elle fut lancée devant le tribunal de l'opinion publique. Anne m'appela tard dans l'après-midi, sa voix tendue d'une fureur qu'elle montrait rarement. « Ils ont rendu l'affaire publique, dit-elle. Va voir la page Facebook de la ville. » Mes mains devinrent froides alors que j'ouvrais la page. Et là, c'était un long post mielleux écrit par ma sœur Claire. Un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive. Elle parlait de son amour profond et constant pour sa sœur cadette en difficulté. Elle dressait un portrait tragique d'une soldate décorée, mon portrait, dont l'esprit avait été tristement ravagé par les cicatrices invisibles de la guerre. Elle faisait vaguement allusion à mon comportement erratique et à mes délires malheureux, présentant les actions de sa famille comme une tentative désespérée de me protéger de moi-même. Elle terminait son post en demandant les prières et la compréhension de la communauté pendant cette douloureuse crise familiale. C'était brillant, et c'était dévastateur. Sous le post, un déluge de commentaires afflua. Des centaines. Je suis désolé que vous traversiez cela, Claire. J'envoie des prières à votre famille. Il faut la remercier pour son service, mais elle a clairement besoin d'aide. Ils avaient réussi à me peindre comme une vétérane brisée, mentalement instable, une bombe à retardement. Ils n'essayaient pas seulement de gagner un procès. Ils essayaient d'effacer ma crédibilité en tant qu'être humain. Ils m'isolaient, retournant toute la ville contre moi avant même que je puisse parler. La rage qui couvait en moi était froide et immobile. Ils avaient franchi une ligne. Ce soir-là avait lieu la réunion annuelle du conseil municipal, un forum public pour discuter de la planification locale et des projets communautaires. C'était la scène parfaite pour le genre de personne que mon père avait toujours prétendu être, le citoyen concerné et respectable. Anne et moi avions prévu d'y assister de toute façon, juste pour observer. Maintenant, c'était comme si nous marchions dans une embuscade. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit doucement Anne alors que nous nous garions à un pâté de maison de l'hôtel de ville historique. « Si, dis-je, ma voix calme mais ferme. Je le dois. Je ne portais pas mes vêtements civils habituels. J'avais passé la dernière heure à me préparer. Ce soir-là, je portais mon uniforme de service complet de l'armée de terre, la veste bleue foncé, le pantalon gris parfaitement plissé, les chaussures noires polies. Sur ma poitrine, mes décorations étaient un témoignage silencieux de 15 ans de ma vie. Ce n'était pas un costume. C'était mon armure. C'était ma vérité. Nous nous sommes glissés à l'arrière de l'auditorium bondé juste au moment où mon père, Richard Jean, prenait la parole. Il avait l'air distingué dans son costume sur mesure, sa voix douce et rassurante alors qu'il parlait d'un nouveau projet de parc. Il utilisait des mots comme communauté, intégrité et valeurs familiales. Il parlait de créer un espace sûr pour que les enfants de la ville grandissent et s'épanouissent. L'hypocrisie était si épaisse que je pouvais à peine respirer. Il reçut une chaleureuse salve d'applaudissements à la fin de son discours. Et puis Claire se leva de son siège au premier rang. Sa performance était impeccable. Elle tamponna une larme inexistante, sa voix tremblant légèrement pour l'effet. « Je voudrais aussi profiter de cette occasion, dit-elle, sa voix portant à travers la salle silencieuse, pour remercier cette merveilleuse communauté pour son soutien. Notre famille traverse une période difficile en ce moment avec ma sœur qui, comme certains d'entre vous le savent, n'est pas bien. » Toutes les têtes dans la salle se tournèrent. Tous les regards se posèrent sur moi, assise à l'arrière, une soldate en uniforme de cérémonie complet. Je pouvais voir la pitié, la suspicion, la confirmation des mensonges qu'ils avaient lus en ligne. C'en était trop. C'était la goutte d'eau, l'insulte finale et impardonnable. Un calme profond s'installa en moi. La colère disparut, remplacée par une clarté froide et absolue. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. J'ai projeté ma voix exactement comme on me l'avait appris sur les places d'armes de Saint-Cyr. C'était une voix de commandement, claire et stable, perçant les murmures de la foule et remplissant tout l'auditorium. Je m'appelle commandant Solène Jean, armée de terre française. La salle devint complètement silencieuse. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Le visage de Claire devint pâle. Le sourire confiant de mon père vacilla. Je ne suis pas bien, continuai-je, mon regard balayant les visages stupéfaits du conseil municipal. Je suis un officier d'active avec 15 ans de service décoré pour ce pays, et je suis victime d'une association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, perpétrée par les personnes mêmes que vous venez d'entendre.
Un hoquet collectif traversa la salle. Claire balbutia, tu n'oserais pas. Je tournai toute mon attention vers mon père, qui était figé derrière le pupitre. Je lui parlais non pas comme une fille, mais comme un procureur délivrant un réquisitoire final. Vous parlez de valeur familiale, monsieur Jean. Est-ce une valeur familiale de falsifier la signature de sa fille sur un document légal? Son visage devint cendré. Est-ce une valeur familiale de diriger une entreprise criminelle depuis le sous-sol de la maison que mon grand-père a construite de ses propres mains? La foule commença à murmurer, le courant de leur opinion changeant à chaque mot que je prononçais. Est-ce une valeur familiale de menacer de détruire la carrière d'un soldat pour couvrir ses propres crimes? Finalement, je me tournai vers Claire, dont le visage était un masque d'incrédulité et de fureur. Et vous, dis-je, ma voix baissant mais ne perdant rien de son intensité. Vous parlez de soutien. Est-ce cela, votre soutien? Me jeter hors de ma maison, calomnier mon nom et mon service dans un forum public? C'était le moment, la catharsis, la libération d'une vie de douleur et d'injustice refoulée. J'avais l'impression de prendre ma première vraie respiration. Elle me regarda juste, sans voix. Si vous avez déjà eu à vous défendre, pour votre vérité, alors que vous aviez l'impression que le monde entier était contre vous, cliquez sur le pouce bleu. Et si vous êtes aux côtés du commandant Solène Jean en ce moment, je veux que vous commentiez le mot bonheur ci-dessous. Montrez-leur qu'elle n'est pas seule. Je fis un pas lent et délibéré dans l'allée, puis un autre. Anne se leva et se mit au pas juste derrière moi, sa mallette fermement tenue à la main. À l'intérieur se trouvait l'ordonnance de référé conservatoire, une pièce tangible de la vérité. Nous avons descendu l'allée centrale, la foule s'écartant devant nous comme si nous étions une force de la nature. Mes yeux ne quittèrent jamais ceux de mon père. Le masque du leader communautaire respecté s'était effondré, révélant le criminel désespéré et acculé en dessous. La mascarade était terminée. Arrivé à l'avant de la salle, je m'arrêtai et regardai de lui à ma sœur. Cette guerre, dis-je, ma voix résonnant dans le silence stupéfait, ne se mènera pas sur Facebook. Elle se mènera devant un tribunal. Les suites de la réunion du conseil municipal furent un flou de chaos feutré. Nous sommes partis avant que le conseil ne puisse officiellement lever la séance, les visages choqués des membres de la communauté formant une toile de fond surréaliste à notre retraite stratégique. La déclaration de guerre avait été faite en public. Maintenant, le vrai travail allait commencer en privé. Le lendemain matin, mon téléphone vibra. C'était Étienne. Sa voix était basse et sérieuse. Retrouve-moi au café de la rue principale. Viens seul. Je le trouvai dans une banquette au fond du café-restaurant classique et lumineux. Une tasse de café noir fumait devant lui. Il ne perdit pas de temps. Après que je me sois assise, il fit glisser un petit objet lourd sur la table en formica. C'était une vieille clé en fer piquée de rouille, du genre qui va avec une vieille serrure lourde. Ton grand-père m'a donné ça avant de mourir, dit Étienne, ses yeux fixés dans les miens. Il m'a dit de la garder et de ne te la donner que quand tu en aurais vraiment besoin. Il se pencha légèrement, sa voix baissant. Ses mots exacts étaient, quand les vautours commenceront à tourner, donne ça à ma générale. Ma respiration se coupa. Je sus instantanément à quoi elle servait. La malle en chêne, ma vitrine à trophées, celle que mon grand-père avait construite pour moi, celle que je pensais perdue à jamais, probablement brûlée comme bois de chauffage. Le fait qu'il ait prévu cela, qu'il ait élaboré un plan de secours avec son ami le plus fidèle, me fit frissonner. Ce soir-là, Étienne me conduisit à un endroit que je n'aurais jamais trouvé seul, un garde-meuble stérile et anonyme dans la zone industrielle de la ville. Il me guida le long d'un long couloir en béton éclairé par des néons bourdonnants jusqu'à une porte métallique enroulable marquée Box 237. Il payait les frais de location en espèces chaque année depuis la mort de mon grand-père, gardien silencieux de ce dernier secret. La porte gémit en protestation alors qu'il la remontait, révélant l'intérieur sombre. Et là, elle était, seule au centre de l'espace vide, couverte d'une fine couche de poussière uniforme, la malle en chêne. Elle était plus petite que dans mon souvenir, mais elle semblait aussi lourde qu'une pierre angulaire. Mon cœur battait la chamade alors que je m'agenouillais devant elle. La clé en fer rouillé glissa dans la serrure avec un son grinçant. Elle tourna avec un claque solide et satisfaisant. Je soulevai le lourd couvercle. La couche supérieure était exactement comme je m'en souvenais. Mes médailles académiques, un ruban de concours scientifique, un certificat de présence parfaite, ma lettre d'admission à Saint-Cyr.
des souvenirs d'une fille qui avait si désespérément essayé de gagner l'approbation de sa famille. Mais en dessous, mes doigts trouvèrent le bord d'un faux fond. Je le soulevai. En dessous se trouvait une grande sacoche à documents étanches, du genre que les soldats utilisent pour protéger les cartes et les ordres des intempéries. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait pas un seul document, mais un dossier méticuleusement organisé. Le premier était une épaisse liasse de papier reliée par une pince juridique. C'était le dernier testament de mon grand-père. L'original, notarié par un avocat du commissariat de l'armée de terre de la base voisine. Le langage était clair et sans ambiguïté. Il me léguait la maison au 1450 allée des Peupliers et une partie importante de ses économies, à moi et à moi seul. Glissée à l'intérieur du testament se trouvait une lettre manuscrite sur son vieux papier à lettres. Je reconnus immédiatement son écriture forte et délibérée. « Ma très chère Solène », commençait-elle. « Si tu lis ceci, cela signifie que les vautours ont atterri, comme je le craignais. J'ai vu la cupidité dans le cœur de ton père et la jalousie dans celui de ta sœur. C'est une ombre sur eux depuis de nombreuses années. Je te laisse cette maison non pas pour sa valeur monétaire, mais parce qu'elle est notre héritage. Les rosiers de ta grand-mère, la balancelle que j'ai construite, les murs qui ont entendu ton premier rire. C'est la véritable histoire de notre famille. Protège-la. » Je dus faire une pause, ma vision brouillée par les larmes. Puis je lus la dernière ligne. « Et souviens-toi toujours de ceci, ma petite générale. Un soldat ne se bat jamais seul. » Mais il m'avait laissé plus que des mots. Le dernier élément dans la sacoche était la véritable arme. C'était un petit carnet noir relié en cuir, un journal de bord. Je l'ouvris, et mes larmes de chagrin se transformèrent en larmes de gratitude profonde et écrasante. Il avait tout vu. Pendant des années, mon grand-père avait tenu une chronique détaillée. Il avait enregistré les dates et les heures des appels professionnels suspects de mon père. Il avait retranscrit mot pour mot certaines des remarques les plus blessantes de Claire à mon sujet. Il avait documenté ses soupçons croissants sur les activités nocturnes de Marc Fournier. Il avait même, avec l'œil vif d'un vieux soldat, noté les numéros de série de quelques pièces d'équipement électronique spécialisées qu'il avait vu marquer ses associés transportés au sous-sol. Il n'avait pas été un vieil homme frêle, inconscient de l'obscurité qui l'entourait. Il était le sergent Guillaume Jean, un officier de renseignement jusqu'à son dernier souffle. Il ne m'avait pas seulement laissé une maison. Il m'avait laissé un arsenal complet. Le lendemain matin, ma chambre de motel fut officiellement transformée en salle de guerre. J'étalai le contenu de la boîte sur le couvre-lit bon marché. Quand Anne arriva, elle regarda le tout en silence, stupéfaite. Elle lut le testament, la lettre, puis le carnet. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux écarquillés d'incrédulité et d'excitation professionnelle. « Solène, dit-elle, sa voix remplie d'admiration. Ça change tout. Ce n'est plus une affaire civile. C'est une affaire pénale. » Nous n'avons pas hésité. Anne passa l'appel. Elle exposa toute la situation à un contact qu'elle avait à l'antenne de la police judiciaire de Rouen. Faux et usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs, et un potentiel réseau de trafic interrégional d'électronique réglementé. Le tout blanchi par une société écran. Les dominos commencèrent à tomber, et ils tombèrent vite. Ma petite guerre personnelle venait de devenir une enquête criminelle majeure. Les pièces étaient toutes en place. Anne était le commandant juridique. Isaac et son équipe à Rennes étaient mon unité de renseignement électromagnétique, fournissant les preuves numériques irréfutables. Étienne Meunier était mon témoin vedette, les bottes sur le terrain. Et moi, armé du dernier rapport de mon grand-père, j'étais prête. Nous allions terminer ce combat. Le palais de justice était à des années-lumière du chaos de ma vie. C'était un lieu de silence solennel et lourd, tout en bois poli et en marbre froid, où l'air lui-même semblait vibrer du poids des conséquences. Le drapeau français se tenait, immense et silencieux, derrière le siège du juge, un témoin constant et impassible. Quand mon nom fut appelé, je me dirigeai vers la barre des témoins. L'uniforme de service de l'armée de terre me semblait moins une armure maintenant et plus ma propre peau. En m'asseyant, je n'ai pas regardé le banc des accusés. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi. Je me concentrais plutôt sur les 12 hommes et femmes du jury. C'étaient eux qui comptaient maintenant. La substitut du procureur, une femme vive et pragmatique nommée Madame Davis, me guida à travers mon témoignage. Je présentai les faits de l'affaire calmement et logiquement,
comme je le ferais pour un briefing de mission. Il n'y avait aucune émotion dans ma voix, seulement de la clarté. Je n'étais plus la victime. J'étais le témoin principal d'un crime. Puis vint le contre-interrogatoire. L'avocat de mon père, un homme lisse avec une montre en or, s'approcha de moi avec un sourire sympathique qui n'atteignait pas ses yeux. « Commandant Jean », commença-t-il, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Vous avez servi ce pays avec distinction, et nous savons tous que le stress du combat peut persister. N'est-il pas possible que ces événements, ce désaccord familial, aient été magnifiés dans votre esprit en raison des pressions de votre profession ?» Il essayait de planter la graine. La même graine que Claire avait plantée sur Facebook. La soldate instable, la vétérane brisée. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, je tournais légèrement mon corps, juste assez pour m'adresser directement au jury. Je les regardais un par un. J'ai subi 3 évaluations psychologiques obligatoires au cours de ma carrière, dis-je, ma voix aussi stable et claire qu'une cloche. Chacune d'entre elles a conclu que je suis pleinement apte à commander des opérations de cybersécurité de niveau national. La seule instabilité à laquelle j'ai jamais été confronté, maître, a été la trahison de ma propre famille. Le sourire de l'avocat disparut. Il n'avait plus de questions. Après cela, le barrage céda. Les preuves que l'accusation avait amassées furent déchaînées non pas au compte-gouttes, mais comme un déluge. C'était un barrage écrasant de faits, chacun un coup de marteau contre la forteresse de mensonges que ma famille avait construite. Un expert en graphologie monta à la barre et montra, avec des comparaisons agrandies côte à côte, comment ma signature avait été grossièrement falsifiée sur l'acte de cession. Les écrans de la salle d'audience s'illuminèrent ensuite avec les analyses numériques d'Isaac Nguyen, présentées par un agent de la police scientifique. Il guida le jury à travers la piste de données complexes, une toile d'araignée d'adresses IP et de comptes crypto qui menaient tous à un seul homme, Marc Fournier. Puis Étienne Meunier, dans sa vieille veste de cérémonie de la marine, monta à la barre. Son témoignage fut simple, puissant et inébranlable. Il décrivit les camions noirs banalisés, les lourds conteneurs scellés et les réunions nocturnes au sous-sol. Ensuite, l'analyste financier de l'accusation présenta un organigramme simple et dévastateur. Il montrait l'argent de la société écran de Marc, les participations Corbeau, s'écoulant directement vers un compte personnel ouvert par Claire Fournier quelques jours seulement après la vente frauduleuse de la maison. Du banc des accusés, j'entendis un petit sanglot étranglé. C'était Claire. Sa façade soigneusement construite s'effondrait sous le poids des chiffres bruts. Marc était assis à côté d'elle, en sueur, le visage pâle. Seul mon père, Richard Jean, restait impassible, une statue de déni arrogant, apparemment confiant qu'il était intouchable. Il avait tort. L'accusation verse sa dernière pièce au dossier, annonça Madame Davis, tenant le petit carnet noir de mon grand-père. L'avocat de la défense bondit sur ses pieds. Objection. Oui dire. Ce n'est pas de l'ouï dire, votre honneur, contra Madame Davis en douceur. Ce sont les notes contemporaines d'un témoin décédé documentant les événements au moment où il les a observés. Je l'autorise, dit le juge, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Madame Davis lut des extraits du carnet. Elle lut les observations de mon grand-père sur les appels téléphoniques suspects de mon père. Elle lut son récit des livraisons secrètes de Marc. Elle lut ses notes déchirantes sur la cruauté de Claire. À chaque mot, je pouvais voir le sang-froid de mon père commencer à se fissurer. Un muscle de sa mâchoire se mit à tressauter. La statue commençait à se fracturer. Et puis le coup de grâce final. Enfin, dit Madame Davis, l'accusation souhaite diffuser un enregistrement audio récupéré par la police judiciaire à partir d'un dispositif d'écoute. Un haut-parleur crépita. Le bourdonnement des machines remplit la salle d'audience, suivi des voix étouffées de Marc et de son associé. Et puis une troisième voix, nette et claire, perça le bruit. La voix de mon père. Si le commandant devient trop curieuse, il n'y aura pas d'avertissement. Cessez tout contact. Est-ce bien compris? Un hoquet collectif parcourut la salle d'audience. Richard Jean s'affaissa physiquement sur sa chaise comme s'il avait reçu une balle. Son visage était d'une blancheur cadavérique. Ses yeux, pour la première fois, étaient écarquillés de terreur pure et non diluée. La partie était terminée. Le jury délibéra moins de 2 heures. Quand ils revinrent, leur visage était sombre et résolu. Le président du jury, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants, se leva et remit le verdict au greffier.
Il ne pouvait pas regarder le banc des accusés. Le juge lut le verdict. Pour le chef d'accusation d'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, le jury déclare l'accusé, Claire Fournier, coupable. Un gémissement s'échappa des lèvres de Claire. Pour les chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'escroquerie en bande organisée, le jury déclare l'accusé, Marc Fournier, coupable. Marc regardait fixement devant lui, un homme brisé. Et pour les chefs d'accusation d'association de malfaiteurs, de fraude et d'être le principal d'une entreprise criminelle, le jury déclare l'accusé, Richard Jean, coupable. Mon père ferma les yeux. La statue s'était réduite en poussière. Lors de la sentence, le juge fut sans pitié. Claire Fournier, pour son rôle dans la falsification et l'association de malfaiteurs, 6 ans de prison ferme. Marc Fournier, pour fraude, blanchiment d'argent et escroquerie, 8 ans. Et Richard Jean, en tant que cerveau et chef de l'entreprise criminelle, 10 ans dans un centre de détention, sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que les gendarmes s'avançaient, le clic métallique et sec des menottes résonna dans la salle d'audience silencieuse. Une paire pour ma sœur, une autre pour son mari, et une troisième pour mon père. Je ne les ai pas regardés être emmenés. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, mes yeux étaient fixés sur le drapeau qui pendait derrière le siège du juge. Ces couleurs, un témoignage silencieux des idéaux que j'avais juré de défendre. Justice avait été rendue. Au moment où les portes de la salle d'audience s'ouvrirent, nous fûmes frappés par un mur de bruit et de lumière clignotante. Les journalistes criaient mon nom, brandissant des microphones et des caméras vers mon visage. C'était une tempête chaotique de victoires publiques. Protégé par Anne d'un côté et Étienne de l'autre, je me frayais un chemin à travers la foule comme un navire en eau trouble. Mon visage était un masque de neutralité. Je n'ai pas dit un mot. Il n'y avait rien à dire. Je n'avais pas gagné un prix. J'avais simplement survécu. Le sentiment que j'attendais l'exaltation, la justification, le triomphe n'est jamais venu. De retour dans l'air vicié de ma chambre de motel ce soir-là, il n'y avait que le silence. La guerre était finie. L'ennemi avait été vaincu. Mais le champ de bataille était les ruines de ma propre famille, et le coup avait été tout. Je suis resté assise seule dans le noir, la lumière rouge clignotante du détecteur de fumée pour seule compagnie. J'avais gagné, mais j'étais aussi la seule survivante. Mon grand-père me lisait parfois la Bible, non pour des raisons religieuses, mais pour les histoires et la sagesse. Une phrase qu'il citait souvent me revint à l'esprit. Et la vérité vous affranchira. J'avais la vérité maintenant. Elle avait été validée par un tribunal. Mais cette liberté, elle était lourde. Elle avait un goût de cendre. Quelques semaines plus tard, après que la frénésie médiatique se fut calmée et que je préparais mon retour à Rennes, une lettre arriva. Elle provenait d'un centre de détention dans les Ardennes. L'écriture était celle de ma mère. Mon cœur ne bondit pas d'espoir. Il se prépara simplement à un dernier coup. J'avais raison. La lettre n'était pas une excuse. C'était un réceptacle de venin pur et non dilué. Elle m'accusait d'être égoïste, d'être cruel, d'avoir détruit à elle seule la famille pour mon propre orgueil. Elle ne mentionna jamais les crimes de mon père ou la cupidité de ma sœur. Dans sa version de la réalité, j'étais la méchante. Les dernières lignes étaient écrites d'une main tremblante et furieuse. « Tu peux avoir cette maison, écrivait-elle, mais tu y mourras seul. » J'ai lu les mots, et je n'ai rien ressenti. La colère que j'aurais pu ressentir des semaines auparavant avait disparu. La blessure avait été cautérisée. Tout ce qui restait était une pitié profonde et lasse pour cette femme si piégée dans ses propres mensonges qu'elle ne pouvait plus voir la vérité. Elle était une prisonnière bien avant que les portes de ce pénitencier ne se referment derrière son mari et son autre fille. J'ai plié la lettre soigneusement, l'ai placée dans une boîte en carton vide du placard, et j'ai fait glisser la boîte sur l'étagère du haut. C'était un enterrement, la clôture finale et silencieuse d'un chapitre qui aurait dû se terminer des années auparavant. Avant de quitter la ville pour de bon, il y avait un dernier endroit où je devais me rendre. Le cimetière local était calme et paisible, un petit coin de verdure niché parmi de vieux chênes. Je trouvais leurs pierres tombales facilement, une simple dalle de granit gravée des noms Guillaume et Éléonore Jean. Je m'agenouillai et plaçai un petit bouquet de roses blanches, les préférées de ma grand-mère, sur l'herbe. Je l'ai fait, papy, murmurai-je à la pierre silencieuse. J'ai protégé notre héritage. J'espère que tu es fier. Alors que j'étais là, perdu dans mes pensées,
le bruit d'une voiture s'arrêtant sur le chemin de gravier derrière moi me fit me retourner. Une femme plus âgée sortait d'une berline familière. Il me fallut un moment pour la reconnaître. C'était ma tante, la sœur cadette de ma mère, Carole. Nous ne nous étions pas parlé depuis 10 ans. Elle s'était éloignée de la toxicité de mes parents il y a longtemps. Elle marcha vers moi, son visage gravé d'une gentillesse triste et douce. Sans un mot, elle m'enlaça. Ce n'était pas l'étreinte hésitante et obligatoire d'une parente éloignée. C'était une étreinte remplie d'une vie de chagrin inexprimé. « Je suis tellement désolée, Solène, murmura-t-elle, sa voix épaisse d'émotion alors qu'elle se reculait. Tellement, tellement désolée. J'ai toujours su comment il te traitait. Comment ma sœur et son mari. Je savais que ce n'était pas juste. Mais j'étais une lâche. Je ne voulais pas causer plus de problèmes, alors je suis restée à l'écart. » Des larmes coulaient sur son visage. « Tu as fait ce que nous aurions tous dû faire il y a des années, dit-elle, sa main agrippant mon bras. Tu as été courageuse. Tu es si courageuse. » Et à ce moment-là, quelque chose en moi qui avait été brisé et gelé pendant 37 ans commença à dégeler. Ce n'était pas un pardon de ma mère. Ce n'était pas une excuse de mon père ou de ma sœur. C'était quelque chose de plus petit, mais d'infiniment plus réel. C'était une seule voix solitaire de ma propre lignée me disant que je n'étais pas folle, que je n'étais pas le problème. C'était un petit acte de guérison, mais c'était suffisant. Quelques jours plus tard, Anne me rejoignit devant la maison. Le ruban de la police avait disparu, mais l'endroit ressemblait toujours à une scène de crime. Il semblait froid, vide, hanté par les fantômes de ce qu'il aurait dû être. Alors, dit doucement Anne, debout à côté de moi sur le trottoir. Elle est à toi. Quel est le plan? La vendre? Y emménager? Je regardais la maison que mon grand-père avait construite. La balancelle qu'il avait accrochée. La fenêtre de devant où ma grand-mère attendait mon bus scolaire. Je m'étais battu pour cet endroit. Je l'avais récupéré. Mais ce n'était plus un foyer. C'était un monument à une guerre. Je me tournai vers Anne, pour la première fois depuis longtemps, je souris. Ce n'était pas un sourire heureux, mais c'était un sourire paisible, un sourire serein. Je ne vais pas la vendre, dis-je. Et je ne vais pas y vivre. Anne me regarda, perplexe. Alors quoi? Un nouveau sens du but, propre et clair, s'installa en moi. J'ai une autre idée, dis-je, mon regard revenant sur la maison. Une idée que je pense que papy aurait adorée. 1 an plus tard, la maison du 1450 allée des Peupliers était toujours debout, mais ce n'était plus le même endroit. Les fantômes avaient été exorcisés. Le froid avait disparu, remplacé par une chaleur qui n'avait rien à voir avec le thermostat et tout à voir avec le but. Le panneau à vendre, une blessure rouge vive sur la pelouse, avait disparu depuis longtemps. À sa place se trouvait un magnifique panneau artisanal en chêne massif. Les lettres gravées avec soin et précision. On pouvait y lire « La maison Guillaume, un sanctuaire pour les femmes vétérans ». L'idée qui m'était venue au lendemain du procès, celle que je savais que mon grand-père aurait adorée, était devenue une réalité. En utilisant chaque centime de l'héritage qu'il m'avait laissé, et les dommages et intérêts importants accordés dans le procès civil, j'ai créé une fondation à but non lucratif. La maison n'était plus un monument à une guerre. Elle avait été transformée en une forteresse de guérison. C'était maintenant un havre de paix, un foyer de transition pour les femmes qui avaient servi leur pays et qui naviguaient dans les eaux souvent turbulentes du retour à la vie civile. C'était un endroit pour décompresser, pour trouver des ressources, pour simplement respirer sans avoir à être sur ses gardes. Cet après-midi-là, j'étais dans le jardin de devant, à genoux dans la terre meuble. Les restes envahissants et épineux des rosiers de ma grand-mère avaient été soigneusement taillés et entretenus. Maintenant, une nouvelle vie germait, et nous en ajoutions. À mes côtés se trouvaient 3 des résidentes actuelles de la maison. Il y avait Maria, une ancienne spécialiste de la logistique de la marine avec un sens de l'humour féroce. Jenna, une pilote de drone silencieuse de l'armée de l'air qui retrouvait encore sa voix. Et Sarah, une jeune médecin de combat d'à accent grave peine 24 ans, dont les mains avaient sauvé des vies sous une pression inimaginable. Le son des rires, de vrais rires non forcés, flottait dans l'air frais d'automne. C'était un son que je n'aurais jamais pensé entendre à nouveau dans cet endroit. Nous travaillions ensemble, creusant, plantant, notre conversation facile et décousue. Vous savez, dit Sarah, s'arrêtant pour essuyer une tache de terre de sa joue. Les cauchemars sont le pire.
Ce ne sont pas les choses que vous voyez, ce sont les sons. J'entends encore les pales de l'hélicoptère, les cris. Sa voix s'éteignit, ses yeux lointains un instant. Personne ne se précipita pour combler le silence. Il n'y avait aucune gêne, aucun besoin de platitude. Nous avons juste laissé ces mots flotter dans l'air, une reconnaissance partagée des cicatrices invisibles que nous portions toutes de différentes manières. Je me suis rapproché un peu, mes mains toujours dans la terre à côté des siennes. Je n'ai pas offert de conseils. Je n'ai pas dit ça ira mieux. J'ai juste écouté. J'étais juste là. Après un moment, elle prit une inspiration et me fit un petit sourire reconnaissant. Bref, dit-elle, sa voix un peu plus vive. Mon thérapeute dit que le jardinage est bon pour s'ancrer. Quelque chose à voir avec le fait de mettre les mains dans la terre. Votre thérapeute est une femme intelligente, intervint Maria, tenant un nouveau rosier. Où est-ce que tu veux ce petit bijou, commandant? Commandant. Elle m'appelait tout ainsi, mais le titre semblait différent ici. Il ne s'agissait pas de grade. Il s'agissait de respect, un respect qui était mutuel. À ce moment-là, entouré de l'odeur de la terre et de la force tranquille de ces femmes, une vérité profonde s'installa en moi. La famille n'est pas toujours le sang avec lequel vous êtes né. Parfois, c'est la famille que vous choisissez. Parfois, c'est la tribu que vous construisez à partir de cicatrices partagées, forgées dans les feux d'une expérience commune, et cimentées par un respect inébranlable. C'était ma famille maintenant. C'était ma maison. Plus tard dans la soirée, à l'intérieur, un feu crépitait chaleureusement dans l'âtre que mon grand-père avait construit. La maison était remplie de l'odeur réconfortante d'un poulet rôtissant dans le four. Sur la cheminée, à la place d'honneur, se trouvait la malle en chêne, ma malle, ma vitrine à trophées. Mais son contenu avait changé. Les anciennes médailles étaient toujours là, rangées au fond comme une fondation. Mais posés dessus se trouvaient de nouveaux trésors, un autre type de récompense. Il y avait une pile de notes de remerciements manuscrites de femmes qui étaient passées par la maison Guillaume et avaient retrouvé leur équilibre. Il y avait une photo de Maria, radieuse, tenant les clés de son nouvel appartement. Il y avait une coupure de journal sur Jenna qui créait sa propre petite entreprise. Il y avait un dessin enfantin d'une fleur que m'avait donné le jeune fils d'une vétérane qui était resté avec nous pendant un mois. C'étaient les nouveaux trophées. C'était la nouvelle mission. Le véritable héritage de mon grand-père n'était pas les briques et le mortier de cette maison. C'était l'esprit de service dont il avait vécu, le code de protection qu'il m'avait transmis. Il avait été un officier de renseignement jusqu'à son dernier souffle, rassemblant l'arsenal dont j'aurais besoin pour gagner ma guerre. Maintenant, je continuais son travail, non pas en combattant des ennemis, mais en construisant un sanctuaire. Je protégeais son héritage de la seule manière qui comptait vraiment. Quelques semaines plus tard, j'étais de retour à Rennes. L'air était épais de la chaleur humide familière de la Bretagne. Je marchais dans un long couloir silencieux à l'intérieur du quartier général du commandement de la cyberdéfense de l'armée de terre, mes chaussures polies claquant doucement sur le linoléum. Je m'arrêtais devant une grande plaque d'acajou polie sur le mur d'honneur du commandement. Mon nom était là, gravé sur une petite plaque de laiton. Commandant Solène Jean. Elle était toujours brillante, toujours en sécurité. La carrière qu'ils avaient essayé de détruire, l'honneur qu'ils avaient essayé de ternir était intact. Mais en la regardant, je ne ressentis plus la fierté solitaire d'un soldat isolé. Le nom sur le mur faisait partie de moi. Mais ce n'était plus tout ce que j'étais. Je savais maintenant que mon devoir, ma mission, était plus grand que ce couloir. Il s'étendait au-delà des pare-feux que je protégeais et des réseaux classifiés que je sécurisais. Que je sois sur un champ de bataille numérique à défendre contre une cyberattaque ou dans un petit jardin de Normandie à écouter une camarade vétéran partager sa douleur, la mission principale était la même. Protéger. J'avais mené la guerre la plus brutale de ma vie. Pas dans un pays étranger lointain, mais dans la banlieue calme de ma propre ville natale, et j'avais gagné. Mais la victoire ne résidait pas dans les peines de prison ou la justification légale. La vraie victoire n'était pas de détruire mes ennemis. C'était dans mon refus d'être détruite par eux. C'était de construire quelque chose de beau et de durable à partir des cendres de leur trahison. Debout là, au cœur de mon monde militaire, je sentis un profond sentiment de paix s'installer en moi. Un calme qui avait été gagné par le feu et forgé dans la résolution. La guerre était finie. Les fantômes étaient silencieux. Le commandant Solène Jean se tenait droite, entière, et prête pour la prochaine mission, quelle qu'elle soit.
Ma guerre est terminée. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, la bataille pour votre paix et votre dignité est un combat quotidien. Si ce parcours a prouvé quelque chose, c'est que notre valeur n'est pas définie par la famille dans laquelle nous sommes nés, mais par l'honneur que nous nous construisons. Votre valeur n'est pas négociable. S'il vous plaît, partagez votre propre histoire de résilience dans les commentaires ci-dessous. Vos mots pourraient être la bouée de sauvetage que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui.